cartographier les traditions orales des communautés Wayana et Aluku pour préserver leur patrimoine culturel. C'est l'objectif de cette application mobile dont on va parler ce matin. Ça s'appelle Terra Stories. L'outil est en train d'être mis en place en Guyane sur le Haut-Maroni. Concrètement, c'est une carte interactive sur laquelle les utilisateurs des différentes communautés peuvent cliquer afin d'y lire les histoires ou les récits qui sont associés à un lieu en particulier. Pour en parler, Marcella Chamorro-Calvache est notre invitée ce matin. Bonjour. Bonjour, merci. Et bienvenue sur Radio Pays. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes chargée de mission sciences humaines et culture au parc amazonien de Guyane. C'est quoi un petit peu la genèse, l'origine de ce projet dont on va parler au cours de ces 15 prochaines minutes? Je crois qu'à la base, ça vient du Suriname, c'est bien ça? En fait, c'est une application qui naît avec l'ONG Amazon et Conservation Team, donc ACT. Et c'est une application qui est née pas au Suriname. Je pense que les premiers essais qui se sont faits ont été faits en Colombie avec le peuple Kogi. D'accord. Au nord de la Colombie. Et après, ils ont continué à travailler avec le sud, le Piémont amazonien. Ils ont travaillé aussi au Brésil, au Canada aussi. Et avec une réserve, je ne sais plus le nom de la réserve, et c'est une réserve en fait qui regroupe 6 nations autochtones. Et ils ont travaillé aussi avec les Matawa au Suriname. Et voilà, aujourd'hui, on essaye de la mettre en place ici en Guyane. Ça fait combien de temps finalement que cette application arrive peu à peu et est en train d'être déployée sur le territoire guyanais? Donc en 2019, le parc amazonien, avec un projet qui s'appelle Renforestap, et il rencontre à ACT. Donc on fait des échanges avec eux, on se rend compte en fait qu'on a plein de liens et des choses à travailler ensemble, surtout dans le côté de la valorisation du patrimoine et surtout sur le soutien à la gouvernance en fait propre à chaque peuple autochtone et Bushiningue. Et du coup, ils expliquent en fait l'existence de Terra Stories. En 2019, on s'est dit d'accord, on peut essayer de présenter ça ici en Guyane et voir si les communautés, les peuples, ils sont d'accord pour travailler sur ça, si ça les intéresse. Parce que si c'est nous qui imposons un projet comme ça vaut pas le coup. Donc du coup, on a présenté le projet à l'association des chefs coutumiers à Aluku, à Papayton en mars 2022. Et ils étaient très ravis de rencontrer l'application, de savoir en fait qu'on pouvait faire un lien comme ça. Parce qu'en fait, il se trouve que c'est une carte il n'a pas que des textes. C'est une carte en fait qui travaille la tradition orale et qui la met en valeur. Donc du coup, il y a des audios, il y a des vidéos, il y a tout ce que c'est audiovisuel en fait. Et c'est les populations en fait qui créent ces outils et qui vont avoir la gestion. Les Wayana, pareil, quand ils ont connu cette application, ils s'étaient intéressés aussi parce que ça les permettait de comparer aussi les histoires avec les Wayana du côté de Suriname et probablement avec le côté du Brésil. Et ça dépend en fait de chaque peuple si ils ont envie que ça soit public ou pas. Et ça, c'est un atout aussi de l'application, c'est que on crée des outils numériques. C'est la communauté en fait qui le fait. Le on, je fais référence au peuple. C'est les habitants qui vont le faire. On a recruté 4 médiateurs. En novembre, 2 médiateurs du côté des Papayton et 2 médiateurs du côté du territoire Wayana. Oui, donc je me permets de vous couper. En fait, l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que l'utilisation, elle soit la plus libre possible dans le choix du contenu, dans le fait de soit rendre ces contenus publics ou privés. C'est vraiment en fonction des demandes et des besoins des communautés locales. C'est ça. En fait, c'est la communauté qui choisit les priorités. C'est chaque peuple en fait qui dit nous, on aimerait travailler par exemple sur les champs. Et on va travailler beaucoup sur ça et on va enrichir la carte. Et c'est eux qui choisissent en fait si c'est des données publiques ou si c'est des données qui restent que pour les habitants. Comment on fait ça? En fait, on n'a pas besoin de l'Internet pour que l'application elle marche parce que sur le territoire, c'est pas évident. Oui, point important. C'est super important. Donc, on a besoin de l'Internet pour télécharger des choses et pour mettre à jour l'application, ça oui. Et c'est là qu'il y a le parc aussi qui peut soutenir un peu ça aussi. Mais sinon, l'application, elle marche avec une boîte, on va dire, qui fait un réseau Wi-Fi
Et c'est cette boîte en fait qui va mettre le réseau un peu partout. Et comme ça, on peut se connecter dans les villages. Et il y a un mot de passe. Soit le mot de passe il est public, soit la communauté, en fait, le peuple, il choisit quelle vidéo on peut faire publique et quelle vidéo reste que pour la communauté. Comme ça, on garantit, quelque part, on aide aussi la transmission des histoires et surtout cette histoire d'appartenance au territoire, de savoir pourquoi c'est notre territoire, pourquoi c'est un territoire ancestral aussi, qu'est-ce que le territoire il nous donne, qu'est-ce qu'on apprend du territoire. On reviendra évidemment sur cet aspect-là dans quelques minutes, mais d'abord j'aimerais qu'on rentre un peu dans le détail pour que toutes les personnes qui vous écoutent visualisent bien en fait finalement à quoi ça ressemble Terra Stories, pour comprendre voilà comment est-ce que ça marche exactement. C'est une carte, on peut naviguer dedans et on peut ajouter du contenu, donc vous l'avez dit, audio, vidéo, selon un petit peu les envies de tout le monde, à des endroits bien précis. C'est bien ça, c'est vraiment rendre des contenus en fonction de la géographie locale en fait. En fait c'est une cartographie très participative, on va dire. Et où on choisit un endroit, il y a une histoire, un récit, une activité qui est en lien avec un saut par exemple, donc c'est là qu'on va rajouter l'histoire. Et la carte, donc on est sur une carte traditionnelle avec des échelles et il y a des petits points qu'on va cliquer et qu'on va écouter. Et après c'est comme une application où on a un système de filtres aussi, on peut chercher des histoires, des portraits, je sais pas, des histoires en lien avec l'artisanat, avec les légendes. Et voilà. Ouais, pour donner d'autres exemples, j'ai regardé un peu ce qui avait déjà été fait côté Suriname. Il y a des personnes qui racontent l'histoire d'un site sacré où leurs ancêtres accomplissaient des rituels. Un autre, ce sera l'histoire d'une rivière. L'idée, voilà, encore une fois, c'est vraiment que les utilisateurs soient totalement libres dans le choix de ce qu'ils racontent et surtout du support aussi qu'ils vont utiliser pour ne rien imposer. C'est ce que vous aviez commencé à dire tout à l'heure. En fait, c'est eux qui choisissent leurs histoires. Déjà, par exemple, l'application, elles sont en langue locale, en langue vernaculaire. Donc ici, on aura une application en Guayana et en Aluku. Et déjà, ça fait si quelqu'un de l'extérieur a envie de rentrer, parce que c'est public, on va dire, il faut quand même qu'il ait un intérêt pour la langue aussi. Et si il souhaite le faire en français, on le fera en français. Et toutes les vidéos se font en langue vernaculaire aussi. Pourquoi une carte ? En quoi cet outil-là en particulier, il est plus adapté qu'un autre, j'ai envie de dire, à la culture et surtout à la manière de transmettre les traditions des communautés autochtones ? Je pense qu'il peut y avoir plusieurs réponses autour de ça, mais à mon avis, c'est le territoire, il rassemble plein de choses. C'est là où il y a les ancêtres, c'est là où il y a nos origines, et la carte, elle nous permet en fait de situer les lieux. Et au moment donné, par exemple, s'il faut demander nos terres et protéger nos terres, et cette carte-là, elle permet déjà une réaffirmation identitaire, parce qu'elle te montre la grandeur du territoire. Si on met, par exemple, si on colle toutes les histoires que ACT a récoltées dans le plateau de Guyane, on va se rendre compte en fait de l'ampleur du territoire Guayana, par exemple, de l'ampleur du territoire Aluku aussi, et les interactions qu'il y a où. Donc c'est une manière aussi plus claire de voir ces interactions. Oui, d'avoir une vision finalement un petit peu globale de tout ce qui est existant. Oui. En quelque sorte. Vous me disiez juste avant d'entrer en studio finalement que votre travail du côté du parc amazonien finalement c'était de faire le lien entre les populations locales et l'ONG ACT. Il y a déjà eu des rencontres avec des habitants et des chefs coutumiers à Papay-Icheton et sur le Haut-Maroni, déjà pour faire connaître l'outil aux communautés. Comment est-ce que ça s'est passé ? Parce qu'au final l'outil ne sera un succès que s'il y a suffisamment de personnes qui l'utilisent. Oui, comment ça s'est passé ? Oui. Donc déjà du côté, comme je vous disais, à Papay-Icheton, et certains chefs ils étaient un peu étonnés et qu'on propose un projet comme ça parce que c'est vraiment. Pourquoi étonnés ? Parce que c'est pas si simple des fois comprendre les missions d'une institution extérieure aux populations. Et souvent il y a des missions qui se comprennent pas, qui se mêlent, qu'on voit pas tout à fait les missions d'un parc national. Et donc là, ils ont été contents et très étonnés qu'on arrive avec un outil qui leur permet de mettre en valeur ce territoire ancestral pour eux et la mémoire aussi.
Et ils étaient contents, ils étaient très contents. On a fait des réunions dans chaque village. On s'est réunis aussi avec l'association des chefs à Luku. On a présenté le projet. Il y a eu Roger qui travaille avec ACT, qui a fait une présentation en Saranatongo. Donc ça change aussi le langage. Et il a fait aussi un retour de leur expérience du côté de Suriname. Il y avait aussi, à ce moment-là, il y avait Felipe Samper et Anna, je me souviens plus son nom de famille, et donc un Colombien et un Mexicain qui ont travaillé dans le projet. Un Colombien, pardon, et une Mexicaine, franco-mexicaine. Oui. Et ils ont expliqué un peu aussi le retour en fait qu'ils sont nous avec d'autres populations, et notamment donc en Colombie, parce que Felipe il avait beaucoup travaillé en Colombie. Et ça, pour le côté Wayana, c'était intéressant aussi, parce qu'ils voyaient en fait qu'il y avait que c'était un outil qui pouvait servir. Et les Wayana, ils étaient très contents aussi d'entendre cette histoire, de connaître en fait qu'il y avait cette application. Et ils ont pris un peu plus de temps pour réfléchir, pour se réunir, parce que c'est aussi des villages qui sont un peu éparpillés partout et c'est pas si simple de se réunir. Mais à la fin, quand ils ont parlé peut-être entre eux, ils ont réfléchi, ils nous ont donné un accord. En fait, l'association des chefs coutumiers à Luku et les chefs coutumiers Wayana, ils ont signé un protocole où ils s'acceptent, où on met en place, où on a rédigé aussi le rôle du parc amazonien, le rôle des ACT et un peu le rôle des chefs et de la communauté. Est-ce qu'à terme, l'idée, c'est qu'il n'y ait plus de médiateurs, finalement, pour faire en sorte que cette application-là, elle vive et que la transmission, elle soit parfaitement horizontale, en fait, sans qu'il y ait l'intervention d'une personne extérieure pour venir dire, voilà, comment est-ce que vous devriez faire? Oui, c'est le but, c'est le but comme pour beaucoup de projets. Et c'est pour ça qu'il y a les médiateurs qui sont formés pour vraiment où ils gèrent les vidéos, où ils gèrent l'application. Et c'est clair, ça serait primordial. C'est la chose la plus importante, en fait, c'est donner cette autonomie. Mais avant d'être autonome dans ça, il faudra connaître un petit peu mieux. Parce que c'est pas si simple aussi, créer une application, à gérer, il faut avoir certains outils aussi. Et ACT, c'est ça qui est chouette de travailler avec ACT, parce qu'ACT, ils sont une méthode qui est très proche aussi des populations autochtones, parce qu'ils ont déjà eu des expériences ailleurs. D'ailleurs, je me permets de vous couper, ça fait plusieurs fois que vous en parlez. Cette ONG ACT, en quelques mots, elle fait quoi? C'est quoi son travail et son champ d'expertise? ACT, ils travaillent en fait, ils font beaucoup de choses. Et à mon avis, en fait, ils travaillent beaucoup dans la protection, la sauvegarde. Et ils essaient de favoriser, en fait, tout ce que c'est la gouvernance propre, le développement local autochtone. Ils travaillent beaucoup avec des autochtones. Ils travaillent aussi... Et ils essayent de faire des projets pour le développement économique, mais en lien avec la culture, en lien avec la manière de travailler avec de chaque peuple. C'est un peu ça. Et ils sont donc au Suriname, ils sont au Brésil, ils sont en Colombie et au Canada. Est-ce que l'idée de cette application, c'est pas aussi de toucher les plus jeunes? Parce qu'on sait bien qu'il y a de plus en plus de difficultés pour que les savoirs se transmettent de génération en génération, avec un risque en fait que des savoirs, des histoires, des langues aussi, au final tout ce qu'on appelle le patrimoine culturel immatériel disparaisse s'il y a plus de lien et une transmission en fait entre les plus vieux et les plus jeunes. L'idée d'aller sur ce champ-là, du numérique, d'une application mobile, c'est aussi de recréer du lien entre toutes les générations? Oui, il y a beaucoup ça. Et du côté Wayana, en fait, on a eu ce retour. Les jeunes, en fait, ils disaient... en fait, on croyait... Déjà, ils avaient un peu... ils n'étaient pas peur, mais ils étaient un peu gênés d'aller voir les anciens parce qu'ils peut-être ils s'attendaient à un non, il a la caméra, il a le caméra, et il y a un micro, on sera gêné. Mais au contraire, les anciens qui ont parlé, qui ont raconté leurs histoires, et ils étaient très contents que ce soit des jeunes qui viennent les voir. Et les jeunes, ils étaient très contents aussi d'entendre les histoires. Ils se disaient, il y a des histoires à Twenke qui sont enregistrées avec l'ancien grand-mère Aïma Petit. Et ils ont passé 4 heures à parler. Et le but, c'était juste d'avoir une petite vidéo de 10 minutes. Mais ils sont restés très longtemps. Donc, c'est très riche pour eux. Ils se rendent compte, en fait, qu'il y a encore plein de choses à apprendre et à écouter, à transmettre. Et c'est ça aussi quelque chose qu'on est confronté aujourd'hui. Ce projet, il est financé par la DG Copop.
Et on a un financement jusqu'au mai. Et après, il faut quand même qu'on retrouve encore un peu plus de financement parce que c'est un travail qui est assez long. On aura plein de vidéos, mais il faut aussi travailler le montage, il faut aussi choisir avec les habitants et tout ce qu'on va mettre en place. Mais est-ce que, malgré tout, il n'y aurait pas un petit effet pervers, on va dire, d'utiliser de la technologie, des téléphones, des outils numériques pour sauvegarder des savoirs traditionnels, alors qu'on sait bien, malgré tout, que la technologie participe aussi en même temps à la perturbation des traditions autochtones? Mais on a le droit aussi d'avoir ces outils actuels pour nous protéger, pour nous aider à transmettre des choses, surtout quand on est en face à la tradition orale. Parce qu'on peut écrire des livres, bien sûr. C'est super important, les livres ils sont très beaux, mais on est face à des populations qui ont une tradition orale et qui est très importante. Ouais, se réapproprier en fait les outils pour savoir un peu les réutiliser contre ce qui nous a posé problème depuis tant d'années. Oui, c'est clair. C'est quoi là le constat que vous faites actuellement sur le risque, on va dire, l'érosion progressive de la culture des communautés en Guyane? Enfin là on parle de la Guyane, mais au final c'est une problématique qui touche, vous avez commencé à le dire, toute l'Amérique. À quel point la transmission, elle est rompue ou pas, d'après ce que vous pouvez constater, vous, du côté du parc amazonien, avec encore une fois le risque que des cultures et de nombreux savoir-faire finissent par disparaître totalement? Et c'est pas évident à répondre parce que il y a plein de choses, hein, et on est toujours confronté à cette modernité qui n'est pas simple ici dans la Guyane. Et je pense que la non-reconnaissance des droits autochtones, ça pose beaucoup de problèmes. Et surtout parce qu'on est dans une région où on pourrait faire plein de choses avec l'Europe, avec la France. Mais la jeunesse, elle est confrontée à plein de choses aujourd'hui. On sait que l'éducation n'est pas simple pour eux. Se déplacer des villages, quitter les villages si jeunes, ça nous fait une coupure dans la transmission. Mais il y a quelque chose qui est très intéressant en Guyane, et c'est les langues. Et je suis colombienne, et en Colombie, on a plusieurs langues autochtones, c'est clair. Et ici, en fait, les autochtones, ils vont parler plusieurs langues. Et ça, on ne le voit pas partout. C'est une caractéristique très amazonienne. Et, dans les liens, finalement, linguistiques d'une communauté à une autre. C'est ça. Ouais. Donc, du coup, il y a, par exemple, une personne guayana, elle va parler la luku, il va parler le créole, il va parler le français. Et ça nous fait des liens très forts. Et c'est ces liens, je pense, qui vont nous aider aussi à continuer à transmettre plein de savoirs et plein d'histoires. Et d'où l'intérêt, encore une fois, de cette application, finalement, de renforcer la cohésion entre non seulement toutes les communautés qu'il peut y avoir sur le territoire guyanais, mais aussi avec les pays voisins que vous avez déjà cités tout à l'heure. Oui, par exemple, le fait de pouvoir partager ces informations avec les Guyanas du côté de Suriname et le côté au Brésil, par exemple, je pense que ça peut être très riche, parce qu'il y a des savoir-faire qui se sont perdus ici en Guyane, mais que du côté brésilien, par exemple, ils sont très présents, ou l'inverse, des savoirs ici qui sont très présents, et que du côté brésilien, du côté surinamien, sont plus. Donc ces échanges peuvent enrichir encore plus ces cultures, ce travail aussi de sauvegarde, de réappropriation. Et en plus, la réaffirmation identitaire, pour moi, ça c'est quelque chose de très important. C'est des outils qui nous donnent tous les outils, pour se dire, ouais, on fait partie de ce peuple. Et cette culture qu'on a, cette histoire qu'on a, pas tout le monde l'a. Et surtout dans un milieu amazonien, hein, où on est tellement riche avec des mythes, des histoires, des danses, des chants, des échanges, des parcours. Oui, l'affirmation finalement de sa culture et de son identité, c'est aussi un acte politique en soi. Dernière question pour revenir à Terra Stories. Là pour l'instant, c'est en train d'être déployé sur le Haut-Maroni. Est-ce qu'il y a déjà des pistes pour que le projet continue sur tout le reste du territoire ? Pas sur tout le reste du territoire, déjà. En tout cas, d'autres parties du territoire, évidemment. Oui. Et déjà, il faudra qu'on finisse ce côté avec le territoire Guayana et le territoire Aluku.
Et c'est une application qui a besoin de temps parce que c'est des vidéos, en fait, c'est des choses qui sont très humaines, donc il faut aller voir, il faut parler, il faut arriver à un accord pour voir qu'est-ce qu'on va montrer, qu'est-ce qu'on va pas montrer. Donc je pense que le but maintenant, c'est vraiment bien finir ces deux côtés. Et après, on fera un petit retour de cette expérience et voir si d'autres peuples ont envie aussi d'avoir cette application. Ne pas précipiter les choses pour laisser du temps au temps et voir finalement si le succès sera progressif au fur et à mesure des années qui viennent. Merci beaucoup, Marcella Chamorro-Calvache d'avoir été notre invitée ce matin. Je le rappelle donc, vous êtes chargée de mission sciences humaines et culture au Parc amazonien de Guyane. Merci encore, très bonne journée. Merci.